Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On apprenait donc lundi soir que la décision Roe contre Wade, qui garantit depuis 1973 le droit des femmes américaines d'interrompre leur grossesse, pourrait être invalidée par la Cour suprême des États-Unis au mois de juin. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur le droit à l'avortement au Canada. Le premier ministre Trudeau a dit, bon, on regarde attentivement ce qui se passe aux États-Unis. Althia, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, je dirais de façon générale, de la réaction à Ottawa à cette nouvelle qui nous est arrivée des États-Unis cette semaine? C'est pas surprenant du tout. L'avortement, c'est un sujet que M. Trudeau a été assez ferme depuis qu'il est devenu le chef du Parti libéral en 2012. Qu'est-ce qui m'a plutôt surpris cette semaine, c'était sa réaction mercredi autour du caucus quand il est sorti et qu'il a dit que le gouvernement regarderait peut-être à légiférer sur le sujet parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de loi comme telle qui donne le droit à l'avortement aux femmes au Canada. Il y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui dit que vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas de loi qui dit que vous avez le droit. Mais il semblerait que le bureau du premier ministre, maintenant, jeudi, semble vouloir reprendre peut-être ces mots-là. Et maintenant, on nous dit que le premier ministre faisait référence à la plateforme électorale de l'automne dernier qui n'indiquait pas vouloir présenter un projet de loi sur ce sujet-là. Il y a plusieurs gens qui sont inquiets de la possibilité que oui, le gouvernement voudrait réaffirmer le droit, mais qu'avoir une législation pourrait donner une ouverture aux conservateurs, c'est surtout de ces députés-là dont on parle, à vouloir restreindre le droit, puisque ça serait peut-être plus facile de restreindre le droit s'il y avait un projet de loi. Alors, c'est un débat très intéressant. Je suis certaine qu'on va continuer d'en parler parce que ça se présente maintenant dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Oui, c'est ça. On va y revenir dans un instant. Mais avant ça, Joëlle Denis, parce que, bon, cette nouvelle qui nous est arrivée des États-Unis, ça nous a aussi rappelé que l'accès à l'avortement au Canada n'est pas égal d'une province à l'autre. On a fait grand cas du Nouveau-Brunswick, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la volonté de M. Trudeau, du gouvernement Trudeau, de renforcer le cadre légal qui entoure l'avortement? Je suis d'accord avec Althia que ça peut représenter un piège politique pour Justin Trudeau de rouvrir ce panier de crabes parce que il y aurait justification plus tard si M. Trudeau légiférait pour un futur gouvernement conservateur de vouloir peut-être apporter des amendements à cette loi. Donc, et il y a des experts qui ont déjà mis en garde le gouvernement Trudeau et ses ministres de ne pas légiférer en la matière, de laisser le vide juridique occuper l'avant-scène politique. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de changement qui peut être fait. Il y a un libre accès à l'avortement parce que ça a été décriminalisé en 1988 avec la décision sur Morgan Taylor. Mais il est vrai, vous avez raison de le souligner, que l'accès à l'avortement, au service d'avortement est inégal au pays. Dans les régions rurales, il n'y a souvent pas de clinique, il faut se rendre dans les centres urbains. Dans certaines provinces, comme à l'île du Prince-Édouard, où on n'offrait pas, je pense, encore de services d'avortement, il faut se rendre au Nouveau-Brunswick. Et là, au Nouveau-Brunswick, le service est quand même limité également. Parfois, il y a des femmes du Nouveau-Brunswick qui doivent aller dans les cliniques au Québec. Donc, oui, il y a des services qui sont offerts, mais c'est très, très inégal à travers le pays. Et peut-être qu'il y a un peu de travail à faire de ce côté-là pour offrir des services équitables et égales à toutes les femmes au Canada. Oui, bon, Catherine, je veux maintenant vous entendre sur la réaction des conservateurs à tout ce débat-là. On sait que les députés conservateurs se sont fait dire de se taire sur la question de l'avortement. On a vu d'ailleurs plusieurs membres du caucus crier « né », « non » à une motion de consentement unanime qui avait été présentée par le Bloc québécois sur le droit à l'avortement. Jusqu'à quel point cette question de l'avortement, ça fait mal paraître les conservateurs? Ça les fait effectivement mal paraître et je vous dirais c'est assez intéressant parce que ça les fait mal paraître du côté des Canadiens pro-choix, mais aussi du côté des Canadiens qui sont contre l'avortement. En fait, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir un peu le débat sur les médias sociaux, de voir à quel point les gens critiquaient les conservateurs à gauche et à droite, là, littéralement, parce que, bon, le silence n'est jamais une bonne option. Et d'ailleurs, cet avertissement qui a été donné par Candice Bergen, qui elle-même est contre l'avortement, n'a pas été respecté, parce qu'il y a de nombreux conservateurs qui se sont prononcés finalement. Et on les connaît, on connaît leur position. On sait qu'il y a environ le tiers du caucus là, qui est ouvertement contre l'avortement ou qui voterait pour une législation finalement qui restreindrait le droit à l'avortement un peu par la porte en arrière, par exemple en interdisant les avortements sexo-sélectifs. C'est une
façon de restreindre le droit à l'avortement d'une certaine façon. Donc vraiment, je pense que c'est un piège pour eux et vraiment pour en revenir aux libéraux, je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber pour les libéraux en ce moment, je pense, d'un point de vue politique parce que l'avortement, le droit à l'avortement, ça galvanise les troupes et ça rappelle aux Canadiens qu'effectivement, il y a quand même une frange assez importante au Parti conservateur qui s'oppose à ce droit-là. D'ailleurs, ça fait la une du Journal de Montréal aujourd'hui et puis on a rappelé à quel point plusieurs de ces conservateurs anti-avortement, en fait, soutiennent Pierre Poilievre. Oui, plus d'une trentaine qu'on voyait à la une du Journal de Montréal de ce matin. Ça m'amène à vous parler justement de la course au leadership conservateur. Il y a 6 candidats dans la course. On dit que la seule qui est ouvertement pro-vie, c'est Leslyn Lewis. Althia, est-ce que la position de Pierre Poilievre est claire sur le droit à l'avortement, vous croyez? Non. Le problème pour M. Poilievre, je pense, c'est que ce sujet-là va soit ramener les gens vers Mme Lewis, ils vont peut-être pas mettre un deuxième choix, qui était probablement Pierre Poilievre, ou ils vont les amener vers M. Charest, qui a une position très pro-choix. Je dis M. Charest parce que Patrick Brown cherche des appuis dans les communautés multiculturelles. Ces communautés-là, d'habitude, sont surtout, je dirais, conservateurs sociales. C'est peut-être pas leur politique numéro 1 là, sur laquelle ils vont vraiment se prononcer, mais ils semblent être plus conservateurs social. Pour M. Poilievre, je pense que c'était intéressant de remarquer qu'il était le dernier à se prononcer cette semaine, lorsque tous les autres candidats à la chefferie avaient sorti avec un énoncé. Son énoncé, c'est 2 phrases. Il ne mentionne pas le droit qui donnerait aux députés de présenter des projets de loi de l'arrière-ban qui pourraient faire changer la législation. C'était la question qui avait tracassé M. Scheer durant la campagne en 2019. Le fait qu'il disait que, oui, un gouvernement conservateur ne présenterait pas un projet de loi pour changer la loi sur l'avortement, mais qui donnerait carte blanche à ses députés d'arrière-ban de le faire. Et puis, s'il y a une majorité de députés qui sont anti-avortement, puis que le Parti conservateur est la majorité à la Chambre des communes, mais ça pourrait faire changer la loi. Alors, c'est comme une manière de contourner l'énoncé du chef, mais qui est quand même inquiétant pour plusieurs femmes. Oui. Joëlle Denis, juste pour conclure sur la course au leadership des conservateurs, bon, la liste de candidats est maintenant complétée. La saison des débats s'amorce. Qu'est-ce qui va être à surveiller à partir de maintenant? Les attaques entre Jean Charest et Pierre Poilievre, moi, c'est ce que je vais surveiller le plus près. Et quelle sera aussi la stratégie adoptée par Patrick Brown dans ces échanges qu'on attend entre Pierre Poilievre, qui est considéré d'ailleurs comme le meneur de la course, et Jean Charest. Jean Charest doit profiter de ces débats-là, lui, pour marquer, s'imposer et peut-être parler un peu des politiques qu'il a mises de l'avant, parce que parmi tous les candidats en liste jusqu'ici, Jean Charest est celui, véritablement, qui en a mis beaucoup sur la table dans plusieurs dossiers sur l'énergie, le climat, le logement, les garderies, la politique de défense. Il a vraiment mis beaucoup de contenu, donc il peut en parler en connaissance de cause, alors que Pierre Poilievre, il s'est contenté de certaines politiques générales, mais pas très, très étoffées, contrairement à Jean Charest. Donc, Jean Charest mise là-dessus pour renverser la tendance qui favorise à l'heure actuelle, évidemment, Pierre Poilievre. Les débats pourraient être un instrument que peut utiliser Jean Charest pour tenter de marquer des points aux dépens de Pierre Poilievre. On va continuer évidemment à suivre cette course. Autre nouvelle cette semaine, c'est le déclenchement officiel des élections en Ontario pour un scrutin donc le 2 juin. Catherine, on a fait grand cas de la présence de Justin Trudeau aux côtés du premier ministre Doug Ford lundi à Windsor, tout juste avant le déclenchement des élections. Est-ce qu'on doit y voir un appui tacite de Justin Trudeau à Doug Ford? Pas nécessairement. Moi, je crois que c'est bon. J'ai un peu levé les sourcils en voyant les 2 hommes côte à côte, alors que l'élection était imminente, et je pense pas que Justin Trudeau va nécessairement étendre cette faveur à François Legault le temps venu. Mais je pense que bon, on voit un gouvernement libéral qui tente le plus possible de faire des annonces et qui veut démontrer aussi qu'il s'entend très bien avec le premier ministre Doug Ford. Alors oui, disons, j'ai un peu levé les sourcils parce que c'est sûr qu'en ce moment, il semble prendre position. Je ne pense pas que c'était le but nécessairement, mais c'est sûr que
les autres partis en Ontario ont dû regarder ça d'un œil avec beaucoup de suspicion, disons. En particulier, Stephen Del Duca, je ne pense pas qu'il était très content de la situation actuelle, parce que ça peut sembler comme un appui aussi près des élections. Peut-être que M. Trudeau aurait dû se garder une petite gêne. Oui. Althia, justement, quel pourrait être l'impact de ça sur les libéraux provinciaux qui, comme on le sait, traînent de la patte dans les sondages en Ontario? Je dirais probablement pour M. Del Duca, son problème, c'est plutôt que les gens ne savent pas qui il est, puis qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour se présenter aux citoyens. En partie, c'est à cause de la pandémie, mais c'est probablement son plus gros problème. Je dirais sur l'enjeu de M. Ford et M. Trudeau, les deux gouvernements travaillent très bien ensemble. On se souvient que Monsieur Ford avait même déclaré que Mme Freeland était comme sa thérapeute, puis qu'il s'attendait vraiment, vraiment bien. Mais on voit aussi avec Monsieur Champagne, durant les annonces, surtout les annonces qui sont en rapport à l'industrie automobile, des voitures vertes. Mais aussi, on l'a vu avec l'annonce sur les garderies en Ontario. Il y avait beaucoup de libéraux en Ontario qui auraient voulu que le Parti fédéral attendre qu'après l'élection pour signer cette entente-là, et puis que Ottawa a décidé non. Eux, ils vont faire comme si c'était n'importe quelle couleur de gouvernement en Ontario. Ils vont travailler avec le gouvernement, puis qu'ils vont signer ça aussitôt qu'ils le peuvent. Puis c'est ça qui est arrivé. Joëlle Denis, vous avez justement écrit sur cette bromance entre Justin Trudeau et Doug Ford. Parlez-nous de l'impact que ça pourrait avoir sur la scène fédérale, cette entente. Ben, je pense que c'est de bon augure pour Justin Trudeau parce que vous savez que les électeurs qui ont appuyé Doug Ford au provincial se tournent normalement vers les libéraux sur la scène fédérale. Donc, ce sont les mêmes gens à qui on s'adresse. Et je pense que Doug Ford, cette semaine, a fait preuve de pragmatisme en disant que peu importe l'étiquette politique, les jeunes nous élisent pour qu'on travaille ensemble. Et c'est un peu une façon simpliste de faire de la politique, mais c'est vraiment ce que les gens souhaitent, que les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, s'entendent et donnent des résultats. Et les résultats sont quand même imposants pour l'Ontario parce qu'on reconstruit presque entièrement le secteur automobile de construction à véhicules à essence à construction à véhicules électriques. Toutes les usines de montage vont être rééquipées et modernisées. Et ça donne à l'Ontario un poids quand même assez important pour conserver ce secteur automobile qui a été si névralgique pour longtemps d'Ontario. Donc, mais sur la scène fédérale, c'est sûr que de voir qu'on peut s'entendre avec Doug Ford, je pense que de part et d'autre, on fait preuve de pragmatisme et qu'on comprend bien que les électeurs de Doug Ford sont aussi des supporters des libéraux sur la scène fédérale. Donc, je pense que c'est la real politique, si je peux dire, qui s'installe tant à Ottawa qu'à Queen's Park. Catherine, il nous reste quelques secondes, donc le mot de la fin là-dessus. Écoutez, comme je le disais, je pense que pour ce qui est de l'élection québécoise, certainement, ça aura lieu dans quelques mois, mais je pense qu'on s'attendra peut-être pas à voir la même démonstration de la part de Justin Trudeau, surtout quand on sait, disons, la jambette que François Legault lui a fait lors de l'élection fédérale en se prononçant ouvertement pour les conservateurs sur la scène à Ottawa. Donc, on voit cette bonne entente en Ontario, mais pas nécessairement au Québec. Je m'attends pas au même scénario. Oui, ce sera à suivre, effectivement, parce que ces élections en Ontario, ça met un peu la table aux élections qui s'en viennent à l'automne, également au Québec. Joëlle Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Bon week-end à vous trois. Merci, au revoir. Merci. À vous, Esther.